J'avais une crainte dans l'existence, c'était de devoir parler un jour dans un colloque après Michel Tenray, dont j'admire énormément la verve et l'éloquence, et bien c'est aujourd'hui. Je suis malgré tout très heureux de vous présenter ce dossier aujourd'hui, et je vais tenter d'être bref et de tenir les 20 minutes qui me sont imparties, même si j'ai une petite crainte à ce sujet. L'Agaba est connue pour être une forteresse du royaume de Babylone depuis l'époque de Sumu-Lael, comme l'atteste une inscription de Samsu-Iluna, qui commémore sa rénovation. Son attestation la plus récente date, quant à elle, de la 30e année du roi Amiditana, soit 1654. Cette ville fortifiée a donc été occupée pendant au moins 2 siècles, assurant la sécurité du royaume de Babylone depuis sa constitution au XIXe siècle et vraisemblablement jusqu'à sa chute en 1595. Comme tant d'autres villes du Proche-Orient ancien, son site n'a jamais été identifié. Selon une lettre sur laquelle on reviendra tout à l'heure, on peut supposer qu'elle se situait à une 40aine de kilomètres au nord de Babylone, sur une branche de l'Euphrate, ou un cours d'eau du moins, qui la reliait d'un côté à Babylone et de l'autre à Koutoum, l'actuel Tel Ibrahim. De ce site proviendrait pourtant un lot de près de 500 textes, dispersés aujourd'hui dans une dizaine de collections de par le monde et que l'on a pris l'habitude de désigner comme les archives de l'Agaba. L'Agaba a sans doute été visitée au début du XXe siècle, de notre ère, par des fouilleurs clandestins, alimentant, dans les années 1930, un important commerce d'antiquités. Les archives ne couvrent pas l'histoire de la ville sur toute sa durée, mais sur une 50aine d'années seulement. Le texte daté le plus ancien remonte à Hammurabi 24, c'est SLB 1.3.186, et le plus récent est daté de Samsu-Iluna 30, SLB 1.3.142. Comment rendre au mieux à ces archives leur valeur scientifique malgré la perte irrémédiable que constituent leur pillage et leur dispersion ? La présente contribution entend montrer comment le recours à une méthodologie appropriée permet des avancées significatives dans la reconstitution et dans l'exploitation des archives paléo-babyloniennes. Après un état des lieux de ce corpus de textes pillés et dispersés, je poserai l'épineuse question de la provenance de ces textes, sans contexte archéologique. Je terminerai par quelques exemples de remembrement des lots documentant la principale famille attestée dans ces archives. L'histoire de la recherche ne commence donc pas, comme pour d'autres sites, sur le terrain, en Irak, mais dans les collections de musées occidentaux. Pas d'archéologues célèbres liés au nom de l'Agaba, mais des épigraphistes. Tout commence à Leyde, aux Pays-Bas. En 1932, Franz Marius Theodor de Liagrebeuel, professeur d'assyriologie à l'université de Leyde, acheta un lot de tablettes paléo-babyloniennes à un antiquaire de Bagdad. Puis un second lot au même antiquaire en 1939. En 1951, quittant son poste, il vendit une partie de sa collection personnelle au Netherlands Institute for the Near East, le célèbre NINO, qu'il avait lui-même contribué à fonder. Peu après, le juge et assyriologue néerlandais Wilhelmus François Leemans identifia parmi ces 2 lots un groupe de textes qui provenaient visiblement d'un seul et même site. Compte tenu de la récurrence de ce toponyme dans les textes, il proposa que ce site fût la ville antique de l'Agaba. Leemans publia, édita et commenta 152 documents juridiques et administratifs, soit l'intégralité des textes de l'Agaba conservés à Leyde, à l'exception des lettres, publiées parallèlement par un jeune professeur de l'université d'Utrecht, Prince Frankena. Il en prépara un commentaire qui fut publié après sa mort, survenue prématurément en 1974. Des aveux même des actuels conservateurs du NINO que j'ai interrogés, les fichiers d'acquisition pour cette période sont incomplets et partagés en outre avec ceux de la bibliothèque universitaire de Leyde. On possède seulement une liste des antiquaires avec qui Beul a correspondu durant les années 1920-1930. On y retrouve sans surprise les grands fournisseurs d'antiquités orientales de l'époque, comme Jéjou et Messaillet, mais aussi Samriri et E.S. David, dont on croisera à nouveau les noms dans un instant. L'histoire se poursuit à Oxford. Parmi les tablettes arrivées à l'Ashmolean Museum en 1932 se trouvait un lot de lettres paléo-babyloniennes. Ici encore,
les tablettes sont aujourd'hui seulement signalées comme « purchased », sans information supplémentaire dans le catalogue du musée. Dans son introduction à ABB3, Frankena signalait déjà que quelques-unes de ces lettres provenaient de l'Agaba. Quand Krauss les édita dans ABB10, il souligna de son côté que 5 d'entre elles provenaient de l'Agaba. Il faudra attendre la publication des volumes OECT 13 et OECT 15 pour que finalement 7 lettres ainsi que 15 documents juridiques conservés à l'Ashmolean Museum soient finalement identifiés comme provenant de l'Agaba et publiés en copie. Frankena avait signalé de même l'existence de lettres de l'Agaba au musée irakien de Bagdad. Parmi les lettres publiées par Van Dyck dans TIM2, un groupe, les numéros 141 à 158, était décrit comme « purchased from the family Samhiri ». Dans sa recension de TIM2, Yussi Haro identifia ces lettres comme provenant de l'Agaba. Et dans l'ultime liste de textes de l'Agaba qu'il publia, Frankena inclut la plupart des textes de ce groupe. Les lettres furent finalement éditées par Luigi Cani dans ABB8. Il faut signaler aussi 2 tablettes conservées dans des collections américaines qui ont été rapidement repérées comme provenant de l'Agaba. La première était une tablette de la collection Speiser, aujourd'hui dispersée, copiée et commentée par Albrecht Goetze avant sa mort en 1971 et publiée depuis comme YOS 1590. La seconde est localisée à Saint-Louis, Missouri. Elle a été éditée par Friedman dans sa thèse de doctorat inédite, soutenue à l'Université de Columbia en 1975. Dans les 2 cas, il peut s'agir de tablettes acquises à l'origine par Yale et revendues par la suite à des collections américaines de moindre importance, comme c'était fréquemment le cas dans l'entre-deux-guerres. Car un autre chapitre de l'histoire se passe à l'Université de Yale. À la fin des années 1980, Gary Beckman commença avec Ulla Kasten son travail de catalogage de la Yale Babylonian Collection. Il découvrit rapidement qu'un sceau apparaissant sur plusieurs tablettes de la Nice Babylonian Collection apparaissait déjà sur des tablettes de l'Agaba conservées à Leyde. Partant de ce constat, il identifia 142 tablettes de Yale comme provenant de l'Agaba. Le corpus fut complété par Oded Tammuz, alors chargé par William Hallo de rédiger une thèse sur les archives de l'Agaba. Le nombre des textes de l'Agaba conservés à Yale s'élevait selon lui à plus de 200. De fait, le catalogue informatisé de la Yale Babylonian Collection, désormais en ligne sur le site du Yale Peabody Museum, renvoie aujourd'hui 231 résultats à la requête l'Agaba. Quand Tammuz se mit au travail, 3 lettres avaient déjà été publiées par Alexander dans BIN 7 et 10 autres copiées par Goetze dans le manuscrit de ce qui allait devenir YOS 15. 198 documents furent sélectionnés pour publication dans le cadre de la thèse de Tammuz et devaient constituer le volume BIN 11. Mais ils restèrent finalement inédits. Le catalogue électronique fait état, pour quelques tablettes de ce lot, d'achats effectués durant l'année 1934 par Ferris J. Stephens, alors conservateur de la collection, auprès de E.S. David, antiquaire exerçant à Bagdad. Les notes manuscrites ou dactylographiées de la main de Stephens, jointes à certaines tablettes, ainsi que la correspondance de Stephens avec David conservée à Yale, permettent de voir que 2 achats ont eu lieu en février 1934 pour une majorité d'entre elles et en septembre-octobre de la même année pour 20 tablettes, dont 7 lettres. La publication de nouveaux textes de l'Agaba continua dans les années qui suivirent et jusqu'en 2020. Ces textes provenaient de la Nice Babylonian Collection de Yale, de la collection Ternbach, désormais dispersée, de l'Institut pontifical ou encore de l'Australian Institute of Archaeology at Macleod et du Nicholson Museum of the University of Sydney. Compte tenu de cette profusion de publications tous azimuts, il est difficile d'estimer combien de tablettes de l'Agaba sont encore inédites, mais cela ne doit pas nous arrêter. Hormis l'importante étude de Lehmann sur les documents administratifs et juridiques, les savants qui ont travaillé jusqu'à présent sur les archives de l'Agaba ont eu tendance à étudier prioritairement les lettres. L'étude archivistique de Wilke, parue en 1971, et l'étude prosopographique de Frankena en 1973 sont les seules tentatives d'analyse des archives de l'Agaba parues à ce jour et ignorent bien évidemment les textes de Yale. Il reste donc beaucoup à faire.
La première question qui se pose quand on traite d'un lot de textes issus du marché des antiquités est certainement celle de sa provenance. Et même si, en l'occurrence, le consensus existe depuis près de 70 ans, je voudrais examiner avec vous cette question aujourd'hui. Le site de l'antique Lagaba a-t-il en effet été exploré par des fouilleurs clandestins durant l'entre-deux-guerres et à jamais gardé secret? Les textes peuvent très bien parler de Lagaba tout en ayant été retrouvés ailleurs. Rien n'est sûr a priori. C'est ce que nous allons examiner. L'expérience montre qu'il faut se méfier des documents mentionnant la déesse Ishtar de Lagaba, ainsi que des noms théophores de cette déesse. Le problème de ces mentions est qu'elle ne lie pas nécessairement les textes à la ville de Lagaba. Bien au contraire, qu'elle voyage pour des raisons cultuelles ou qu'elle soit poussée à l'exil, on sait que les divinités se déplacent. Or, c'est bien souvent quand elles sont honorées dans une ville qui n'est pas leur ville d'origine que l'on ressent le besoin de rappeler le nom de celle-ci. À Lagaba, l'Ishtar de Lagaba devait être simplement Ishtar. On doit appliquer le même raisonnement aux noms théophores. Les personnes portant des noms mentionnant Ishtar de Lagaba ou Lagabitum, la Lagabéenne, ont plus de chances d'être des exilés de Lagaba, manifestant par là le souvenir de leurs origines, que des gens habitant la ville. Le problème reste entier. Que dire de l'unique mention que nous ayons d'un habitant de Lagaba? Beyen 1144 est un document juridique établissant la dot de la dénommée Taram Sagil, fille de Shuamurum et Rushutum, quand elle fut consacrée religieuse de Marduk. Sur la tablette, un témoin, Tsili Marduk, scribe, est qualifié d'homme de Lagaba. Voilà qui nous rapproche apparemment de Lagaba. Mais on peut là aussi tenir le raisonnement inverse. Si on désigne cet homme comme habitant de Lagaba, ce peut être justement parce qu'il est alors en déplacement, certainement à Babylone, pour la consécration de la jeune femme au dieu de la capitale. Taram Sagil devait-elle finalement habiter Lagaba et a-t-elle rapporté sa tablette de dot avec elle? C'est probable, mais le texte ne le dit pas. Les textes administratifs, comme souvent très laconiques, mentionnent quant à eux la ville à plusieurs reprises. Ici encore, aucun indice ne filtre quant au lieu de provenance des textes. Je passe vite sur cette diapositive, car heureusement, les lettres constituent un matériel plus solide. Elles sont au nombre de 4 à mentionner le toponyme. ABB 10-118, lettre de Belchounou à 2 destinataires perdus, est très abîmée, et le nom de Lagaba apparaît dans un passage fragmentaire. Pas grand intérêt pour nous. 3 autres lettres sont heureusement plus éclairantes. NBC 6287 est une lettre de Achiwedum à son supérieur. Elle évoque le voyage d'un bateau de Lagaba à Babylone pour le transport d'une marchandise en roseau. Un certain Beltsarbe Nishu, scribe de la troupe, en poste à Koutoum, en a profité pour faire transporter, apparemment pour son propre compte, un chargement de Babylone à Lagaba, puis peut-être de Lagaba à Koutoum, mais l'expéditeur de la lettre n'en est pas sûr. Or, Lagaba est en amont de Koutoum, d'où le problème posé dans la lettre au responsable, vraisemblablement l'armateur de l'embarcation. Le bateau ne doit pas remonter à vide, et on ne doit le laisser partir de Koutoum que si l'affréteur a laissé un document scellé, certainement un contrat de transport, ou la garantie qu'il prendra en charge les frais dus au voyage du bateau vers l'amont. D'où écrit Achiwedum, probablement de Babylone, puisqu'il a vu le bateau arriver avec le chargement de roseau et repartir pour Lagaba avec un autre chargement. En tout cas, il n'est pas à Lagaba, puisqu'il ne sait pas si le bateau a quitté Lagaba pour Koutoum. Où est le supérieur à qui la lettre est adressée? Vraisemblablement à Koutoum, puisque si le bateau y est, il doit l'y retenir. En toute logique, il faudrait donc considérer que la lettre a été retrouvée à Koutoum, l'actuel Tel Ibrahim. Or, à ma connaissance, aucun texte paléo-babylonien ne nous est parvenu de ce site. On devine que le supérieur était à Koutoum pour affaires et a rapporté la lettre chez lui en rentrant, probablement à Lagaba, à mi-chemin, par voie d'eau, entre Babylone et Koutoum. Le supérieur s'occupait des relations entre Lagaba et Koutoum, et Achiwedum gérait pour lui ses affaires à Babylone. ABB 3.11 est une lettre de Marduk Natsir à Bashti Ilaba,
Aux lignes 5-8, une phrase retient notre attention. « Pour le moment, tu es au service de ma maison. Au départ, tu servais à l'Agaba, et je t'ai muté au bord du Tigre. À présent, je viens de te ramener au service de ma maison. » Selon moi, il semble que la maison de Marduk-Natsir, celle au service de laquelle se trouve Bashti-Ilaba, se trouve bien à l'Agaba. C'est là que Bashti-Ilaba a reçu et conservé la lettre de son patron. Enfin, ABB 3.43, lettre de Shu-Amurum à Belshounou, nous donne un indice supplémentaire. Aux lignes 6 à 14, on lit « Shu-Ishtar, le fils de Gimil-Marduk, est allé à l'Agaba en personne. » est allé à l'Agaba, et personne ne l'a assisté ni ne lui a souhaité la bienvenue. Même toi, tu ne l'as pas su, et tu n'es pas paru auprès de lui. Tu ne lui as pas souhaité la bienvenue. À présent, il va aller à nouveau à l'Agaba. Assiste-le, souhaite-lui la bienvenue, donne-lui 30 gourds de paille. Il semble bien là aussi que Belshounou soit à l'Agaba, puisqu'il doit y accueillir Shu-Ishtar, le fils de Gimil-Marduk. C'est là qu'il a reçu et conservé la lettre, et c'est vraisemblablement là que les pilleurs d'archives l'ont retrouvée, tout comme la lettre examinée précédemment. Nous possédons donc, avec ces lettres, 2 points d'appui solides, et un troisième, peut-être plus fragile, pour considérer que certains au moins de ces textes ont été retrouvés sur le site de l'antique Lagaba. Nous avons aussi quelques noms propres, désormais, qui peuvent nous servir de fil conducteur. Achiwedum, Marduk-Natsir et Bashti-Ilaba, Shu-Amurum et Belshounou. Dans une troisième partie, je souhaite vous montrer comment on reconstitue des archives qui ont perdu tout contexte archéologique. L'analyse historique en matière de documents d'archives doit tirer profit des méthodes de la prosopographie, de la sigillographie et de la diplomatique. Évidemment, en 2023, on ne part pas de rien. Rinch Frankena a donné un certain nombre de clés en reconstituant à partir de la documentation conservée à Leyde les familles les plus importantes de l'Agaba. La famille centrale des archives est certainement celle des descendants d'Imgur et d'Imanna. Lui-même n'est attesté dans les archives qu'au travers des sceaux de ses 3 fils, Belshounou, Marduk-Natsir et Shu-Amurum, tous 3 bien documentés. Selon toute vraisemblance, Imgur et Dimana est déjà mort quand les archives commencent à nous documenter la vie de cette famille. Ou bien, il vit ailleurs, car il faut souligner un manque flagrant dans les archives. Les documents juridiques à validité permanente, et notamment les titres de propriété, sont totalement absents. Ils devaient être conservés ailleurs, dans une résidence principale qui nous échappe pour le moment, la maison de l'Agaba n'étant peut-être qu'une résidence secondaire pour la famille. D'après le lot de Leyde, Belshounou n'a étonnamment pas de descendance. La collation des empreintes de sceaux présentes sur les tablettes de Leyde a permis de voir qu'il a possédé 2 sceaux différents. Sur celui qui est connu depuis longtemps, il se présente comme fils d'Imgur et d'Imanna, serviteur de Nabiyum, comme ses frères, Marduk-Natsir et Shu-Amurum. Mais sur un second sceau, attesté une seule fois sur une tablette dont la date m'est malheureusement encore incompréhensible, il s'agit de SLB 13116, il est serviteur de Samsu Iluna. Il serait donc devenu, au cours de sa carrière, serviteur du palais, se rapprochant ainsi des milieux dirigeants de la capitale, ce que Frankena soupçonnait déjà, mais voilà un argument supplémentaire. Nous reviendrons sur son cas dans un instant. Des 3 fils de Marduk-Natsir, Ilshu Ibni, Sinidinam et Achiwedum, je n'ai retrouvé la trace que des 2 derniers. Sinidinam en SLB 13148 et Achiwedum en SLB 13141. Mais pour ce dernier, il y a un sérieux doute. Et je verrai plutôt en lui, désormais, un descendant de Sin-Nadin Shumi, car il est mentionné dans le même texte que Pirum Liziz, Marduk-Natsir, peut-être son père donc, et Belshounou, les fils de Sin-Nadin Shumi, une autre famille avec 2 homonymes au moins, une autre famille que celle de Imgur et d'Iman. Quant à Shu-Amurum, il aurait, d'après Frankena, 3 descendants. Le cas de la religieuse Perurutum est douteux, car elle n'est attestée que par 2 lettres qu'elle adresse à Adda.
papa. Frankena a assimilé systématiquement Adda à Shuamurum. Je passerai sous silence ce problème aujourd'hui, problème épineux, car pas moins de 12 lettres sont adressées à Adda dans les archives. Et il faudrait être sûr, ce que je ne le suis pas encore, qu'il s'agit toujours bien de la même personne. Nabi Malik, scribe, est attesté en SLB 1.3.71 et 72, ainsi que par son sceau personnel déroulé sur plusieurs documents. D'après SLB 1.3.148, il aurait lui-même un fils nommé Marduk Natsir, comme son oncle. Enfin, Zababa Natsir, fils de Shuamurum, est attesté en SLB 1.3.108 et 109, ainsi que par son sceau. On peut d'ores et déjà ajouter à ce tableau la Neditum de Marduk, Taram Sagil, fille de Shuamurum, ainsi que son épouse, Rushutum, toutes deux attestées par le contrat de dot conservé à Yel, BIN 11-144, que l'on a évoqué tout à l'heure. Que peuvent apporter à ce tableau les documents de Yel, qui étaient inconnus de Frankena? Pour une vingtaine d'entre eux, aucun doute, ils viennent compléter les dossiers déjà constitués sur la base des documents de Leiden. On y retrouve les noms des personnages bien connus, évoqués plus haut. Ce seront les numéros 144 à 166 dans le volume BIN 11, aujourd'hui en voie d'achèvement. Les dossiers sur lesquels je voudrais attirer votre attention sont ceux concernant des personnages absents des stémas établis par Frankena. Il s'agit de Sagil Mansum et son épouse Unnuptum, qui voyagent et résident alternativement à l'Agaba et à Babylone, et de leur intendant, Marduk Muballit, qui reste à la maison de l'Agaba et gère à la fois les affaires du patron et les siennes propres. Ce sont les numéros 1 à 143 de BIN 11 que j'ai triés par ordre typologique et chronologique. Les premiers concernent Marduk Muballit, c'est sa correspondance passive, les numéros 1 à 7, une série de prêts d'orge et d'argent consentis à divers débiteurs, les numéros 8 à 23, ainsi qu'une liste récapitulant ses créances, le numéro 24, divers contrats et accords devant témoins, les numéros 25 à 31, et quelques reçus, numéros 32 à 38. Un second lot est caractérisé par la présence du sceau de Sagil Mansum, une liste de distribution de rations d'orge, le numéro 39, et une série de 85 bordereaux de dépenses d'orge ordonnés par Sagil Mansum, les numéros 40 à 124. Et évidemment, la question qui se pose ici est celle de sa présence à la maison. Je vous ai dit que je le voyais, selon moi, voyager régulièrement entre Babylone et l'Agaba. Il est souvent à Babylone, de fait. Il est bien connu que l'intendant peut, dans certains cas, posséder un double du sceau de son patron, comme on ferait aujourd'hui une délégation de signature. Je ne dispose pas ici du temps nécessaire pour élaborer plus avant, mais voilà, la question de la présence de Sagil Mansum à la maison se pose. Enfin, je signale en passant et rapidement une série de 29 mémorandums qui font apparemment partie des archives, mais comme Michel Tenray nous l'a expliqué, on a un peu de mal, compte tenu de la prosopographie, à les rattacher précisément aux archives de la famille proprement dite. Les textes commencent par une date et font état de dépenses d'orge pour les rations de la maison. C'est les numéros 125 à 143. Ces textes prennent tout leur sens dès qu'on prend en considération le sceau de Sagil Mansum, qui est libellé ainsi « Sagil Mansum, fils de Belchounou, serviteur de Samsou Iluna ». On a vu en effet tout à l'heure que Belchounou, fils d'Imgouredimana, était d'une part resté étrangement sans descendance et avait d'autre part fini sa carrière comme serviteur de Samsou Iluna. Je me pose donc la question aujourd'hui, Sagil Mansum ne serait-il pas son fils ? Une manière de rattacher le lot de Yel apparemment isolé à celui de Leyde, ce que Oded Tammuz n'est pas parvenu à faire dans sa thèse. C'est une hypothèse que je partage avec vous et qui doit me conduire à retravailler désormais la chronologie fine de tous ces documents, ce que je n'ai pas pu vous exposer aujourd'hui. Voilà le lot de la syriologue qui étudie cette documentation particulière que constituent les archives paléo-babyloniennes. Si heureusement un certain nombre d'entre elles sont issues de fouilles régulières et bénéficient ainsi d'un contexte archéologique établi selon des méthodes scientifiques,
Une grande majorité du matériel sur lequel nous travaillons en est dépourvue. Ces archives incomplètes, démembrées et dispersées dans diverses collections de musées peuvent néanmoins, au prix de patience et de quelques efforts, être reconstituées et analysées. Les méthodes doivent être adaptées, les hypothèses testées avec rigueur et les conclusions tirées avec la plus grande prudence. Ces archives deviennent alors un matériau extraordinaire pour le chercheur qui s'attache à restituer l'histoire des populations de l'antique Mésopotamie. Je vous remercie pour votre attention.